18 juin 2024, ce matin c'était le bac de philo. On va aller demander aux gens comment ça s'est passé. Vous avez pris quoi? Moi j'ai pris commentaire. Moi j'ai pris le sujet 1, commentaire. Commentaire. On a pris dissertation, moi j'ai pris dissertation, le sujet 1. Sur la science. Moi j'ai pris le sujet 1 de dissertation. C'était sur la science et la vérité. Bah juste j'ai confondu Simone Veil avec un V et Simone Veil avec un W. Comment ça s'est passé? Le bac du coup, Ça s'est plutôt mal passé. un peu comme 95% des 06 cette année, on n'a pas trop révisé. Quoi ça là? C'est beau là ce que je vois. Vas-y, non, je rigole. Tu peux les ranger, t'inquiète. En vrai, c'était un peu relou parce que le début, je savais pas trop quoi faire et tout. J'ai réfléchi pendant au moins une demi-heure. Mais après, j'ai fait le sujet sur les tâches, j'ai fait 3 parties et franchement, j'étais content. Et j'ai décapité le sujet en mode à la fin, j'étais en mode mais est-ce que la vérité est-elle atteignable? Non. En vrai, j'ai écrit 4 pages. Ouais. J'écris toujours 4 pages en général et ça dépend. Ouais, après t'as pas envie de prendre une autre feuille. Genre. Si, je l'ai déjà fait. J'ai pris un peu de temps pour commencer parce que en voyant les sujets, j'étais un peu sceptique. Mais finalement ça s'est bien passé. Pendant 2 heures, j'ai eu un gros blocage. Gros blocage. Je n'arrivais pas à travailler. Je regardais tout le monde autour de moi et j'étais en mode bon. Et puis finalement, déblocage, j'ai trop bien réussi. Attendez. Est-ce que quoi? Ouais, attends, il y a la caméra. Je te jure que cette nuit j'ai rêvé que je suis venue après le bac, genre. C'est grave chelou mais je te jure. La condition de travail empêche-t-elle la liberté? C'est grave bien. L'homme est un loup pour l'homme. Et je sais pas si c'était Aristote ou je sais pas c'était qui, donc j'ai mis, je pense que c'était Aristote. Ah, je crois que c'est pas Aristote. C'est pas Je crois que c'est Hobbes. Ah c'est en plus je savais, c'est ma soeur elle m'a dit. Je suis entre 3 et 13. C'est une fourchette. On vise 9. Pronostic de ma note, en vrai, je dirais 12-13. Hein. J'ai mis un petit 13, un petit 12. Mais non, énorme. Bah attends, la RATP ils leur ont donné ça. Ils vous ont donné ça quand? Ils sortent du métro, ils font tenez, bonne chance pour le bac. Et après ils Regarde, partent. RATP à demain, souligneur. Mais j'en veux. Enfin, t'avais une problématique? Ouais, T'as fait quoi? j'ai oublié. Moi j'ai regardé la vidéo d'un mec genre qui faisait tout le programme en 50 minutes hier. En vrai, en une journée, on peut vraiment apprendre voilà les refs et les notions. Hein. C'était quoi? J'ai cité Spider-Man parce que je me suis dit, vas-y, les enfants, ils veulent devenir super-héros, mais ils vont être déçus, du coup, ils sont pas satisfaits. Genre les intelligents de ma classe, ils ont écrit le même plan que moi. Je parlais de Spinoza, j'ai mis Hegel, j'ai mis Kant. Ah, mais t'as révisé. En vrai, ça va, mais je sais pas. Et après, j'ai parlé quelques films, genre j'ai mis American Nightmare, ça, et c'est bon. Moi, les intelligents de ma classe, ils ont pris dissert. Je suis toute seule dans mon... Et vous avez fait quoi comme problématique pour le commentaire? Ok, super. Moi j'ai parlé de Diogène à la fin. Ok. J'ai parlé de Socrate et de Platon. Il a des idées vraies et tout. Et du coup, après j'ai basculé sur la religion. En vrai, j'ai un peu tout mélangé à la fin, j'avoue. Ça tue. C'est l'information. Ok, bien. En vrai c'est un peu terrible avec ça. T'as placé des petits trucs ou pas? J'ai placé ce que j'avais T'as placé ce que à placer. Ah, le besoin de l'homme de chercher la vérité. Ok. Ouais, voilà, c'est un flop, vous voyez bien, c'est pas En grave. gros, c'est le thème, c'est la vérité, l'homme Non, et la pas science. Le besoin, la science. Oui, Et, mais c'est l'avarice de l'homme de chercher la science. Voilà, on a parlé de ça à peu près. Non, mais c'est pas grave. Mais en fait, je connaissais déjà un peu le contexte parce que j'ai exactement fait le même texte en histoire géo l'année dernière. Ok, incroyable. Ouais, avec Madame Mercier. Je vous aime madame. Je vous aime madame. J'espère que votre fille va très bien. Bon, alors avec Mathis et Yon, pendant que vous passiez votre bac de philo, on l'a passé nous aussi. Et on vous a préparé quelques corrections. Alors attention, ce ne sont pas des corrections officielles ou je ne sais quoi, ce sont des corrections assez personnelles, des propositions de plans pour que vous puissiez voir un petit peu comment vous auriez pu appréhender les différents sujets. Tout est donc évidemment à prendre avec des pincettes. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quelle problématique, quel plan vous avez fait. Comme ça, vous pouvez en discuter avec tout le monde. En attendant, je vous laisse avec Yon qui va vous proposer une correction pour le premier sujet de dissertation. Premier sujet, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Donc ici, 2 termes à mobiliser, la science d'un côté et la vérité de l'autre. D'un côté, la science, scienza, qui en latin voulait dire simplement la connaissance, le savoir, c'est toutes les connaissances qu'une personne a sur son environnement. Et de l'autre, la vérité, qui est l'adéquation d'une chose avec son objet. Alors, ce qu'il faut dire surtout, c'est que l'homme, de par sa nature plutôt curieuse, a toujours cherché d'abord à comprendre son environnement, puis à le maîtriser. Pour le comprendre, par exemple, l'illustration parfaite, c'est avec les mythologies grecques qui permettaient d'expliquer les phénomènes naturels, avec Zeus et la foudre, par exemple. Et à le maîtriser avec, par exemple, le mythe de Prométhée et la maîtrise du feu. Donc avec tout ça, on voit bien que la science, de par sa recherche, tend à aller vers la vérité. Mais est-ce que cette vérité-là, qui est trouvée par la science, est-elle une vérité unique?
Existe-t-elle que cette vérité-là ou existe-t-il d'autres vérités à l'image des vérités personnelles? Bon, avec tout ça, on a une problématique assez simple qui se pose et qui est uniquement personnelle, c'est-à-dire est-ce que la science permet-elle d'établir des vérités qui constitueront des absolus capables de satisfaire les besoins des hommes? Alors pour ça, classique, un plan en 3 parties. La première partie, dans un sens, la science désigne la forme la plus haute de savoir et de connaissance humaine. Elle possède donc la valeur de l'absolument vrai. Bon, alors tout d'abord, le premier auteur que tu peux mobiliser, c'est Aristote, qui dit que la science est une forme de savoir reposant sur des principes premiers et des démonstrations logiques. Elle sort donc de l'opinion, ce qu'on appelle la doxa, et de l'expérience, qu'on appelait l'empiria, d'où le fameux mot empirique. Elle est donc bien plus fiable et on peut s'y plonger afin de satisfaire tous ses besoins et désirs de connaissance. Un autre exemple que tu peux donner est celui du doute cartésien. En effet, Descartes, dans Discours de la méthode, démontre qu'il faut suivre une méthode fondée sur l'évidence pour sortir du régime simple de l'opinion et atteindre une nouvelle forme de vérité beaucoup plus satisfaisante. Bon, et alors dans la vie de tous les jours, des exemples de vérité, on en voit partout. Par exemple, tu as pu jouer quand tu étais plus petit au jeu Professeur Layton, où tu avais ce fameux professeur avec un haut chapeau qui allait démontrer plein d'énigmes pour trouver la vérité et démasquer les imposteurs. Mais parfois également, la science mêlée à la curiosité des hommes peut mener à des dérives, à l'image du meilleur des mondes d'Huxley, qui montre un monde eugéniste dans lequel finalement, par le biais de la science, la condition des hommes est prédéterminée à la naissance. Bon, avec tout ça, on voit que la science c'est plutôt ambivalent et que les vérités qui en sortent sont un peu biaisées parfois, ce qui m'amène à ma deuxième partie. D'autre part, la science est un absolu temporaire, sinon précaire. De nouvelles découvertes peuvent réfuter les anciennes et laissent place à de nombreux sceptiques. De même, elle est toujours menacée par d'autres éléments, à l'image de la religion. Alors un auteur qui a justement parlé de ça, c'est Karl Popper, qui a pu dire que la valeur de la science réside dans sa capacité à se remettre en question et à évoluer. Cela lui donne donc un caractère un peu plus précaire. La science n'est pas infaillible ou absolue. C'est un processus dynamique de recherche de vérité en constante évolution, à l'image de notre environnement. Également, un autre grand débat que tu pouvais citer était celui entre la science d'un côté et la religion de l'autre, à l'image des grands conflits qu'il y a eu entre Galilée et l'Église pour savoir si c'était la Terre qui tournait autour du Soleil ou l'inverse. Avec ça, on voit bien qu'il existe plusieurs vérités et que celle scientifique n'a pas toujours été celle qui a prévalu. Ainsi, le besoin de vérité, de sa vérité, peut dépasser la vérité définie par la science. Ainsi, par exemple, dans la série Dune, tu as pu voir un monde avec des évolutions technologiques absolument importantes et pourtant à la recherche d'un messie des temps modernes, le Lisan al-Gaïb, qui défiait toute rationalité. Cela m'amène donc à ma troisième partie. La science peut alors se concilier avec d'autres formes de savoir afin que chacun puisse vivre dans un monde en adéquation avec son propre besoin de vérité. Ici, l'opposition à faire est entre la vérité objective, la vérité, et la vérité subjective, sa vérité. Cela est notamment montré par le courant relativiste, qui considère que le critère de vérité est relatif et dépend des personnes. En clair, chacun a sa propre vérité, il n'en existe pas une qui soit supérieure à une autre. Platon parle notamment de ça dans Théétète, où Protagoras dit « l'homme est la mesure de toute chose ». Ici, on sort de la logique rationnelle pour entrer dans le domaine du sensible. Et pour voir cela, tu pouvais illustrer ça par deux exemples de films assez connus, Matrix d'un côté, où il y a différents mondes sensoriels qui sont présentés aux individus, mais également le film Interstellar, où justement il y a une relativité dans le temps vécu par les individus, d'un côté ceux qui sont sur Terre et de les astronautes, mais une seule chose reste permanente, les sentiments vécus par tous les individus. Bon, avec ça, on a pu voir que la vérité, finalement, d'un côté, elle pouvait être scientifique et tantôt, elle pouvait être plutôt personnelle. Et que si la vérité scientifique permettait d'atteindre un certain absolu de rationalité, il fallait également prendre en compte les vérités qui étaient propres à chaque individu afin d'avoir un monde dans lequel pouvaient cohabiter toutes ces vérités. Est-ce que je peux la faire en mode Fort Boyard? Sujet 2. L'État nous doit-il quelque chose? Alors étymologiquement, l'État, c'est ce qui fait tenir la société debout. C'est une instance qui a été édifiée pour maintenir notre vie commune. Le truc, c'est que l'État, c'est une instance qui s'auto-entretient. Alors est-ce qu'on peut vraiment exiger d'elle qu'elle remplisse certaines conditions à notre égard, à l'égard du peuple? Si on regarde la réalité en face et qu'on allume simplement la télévision, on se rend compte que des revendications, on en a. On attend quelque chose de l'État et parfois on en attend tellement que ça excède les responsabilités qui ont été créées pour l'État à l'origine. Alors est-ce que l'État nous doit le bonheur? Est-ce qu'il nous doit la sécurité? Est-ce qu'il doit interdire par exemple de vendre des produits qui sont nocifs comme l'alcool ou le tabac pour nous en protéger? Est-ce qu'on peut aussi attendre de l'État qu'il instaure sur le territoire sur lequel il est souverain une forme de justice? Est-ce qu'il n'instaurerait pas même une forme de raison sociale? C'est un petit peu toute l'attention du sujet, donc voici la problématique que je vous propose. Dans quelle mesure la responsabilité étatique suppose-t-elle que l'État veille à la réalisation ou non de devoirs stricts et définis à l'égard du peuple représenté? Première partie, l'État nous doit l'exercice de missions essentielles. Déjà, on peut considérer qu'il existe un contrat social qui lie le peuple et l'État. À partir de ça, on peut prendre l'argument de Hobbes dans le Léviathan qui nous dit que l'État doit nous garantir l'ordre social. Et si on écoute aussi Locke,
Locke, il nous explique que l'État, il doit nous garantir certains droits naturels. À méditer. Ensuite, il y a aussi le fait que les citoyens ont des attentes concrètes vis-à-vis de l'État, comme par exemple le respect de la volonté générale ou le maintien d'une forme de justice sociale, comme l'explique John Rawls dans sa théorie de la justice. Le truc, c'est que si les missions essentielles remplies par l'État répondent à des exigences particulières demandées par les citoyens, ce qu'il faut se demander, c'est jusqu'où l'État peut et jusqu'où l'État doit intervenir. Et ça nous fait transitionner vers notre partie 2 sur les dérives potentielles de l'État qui outrepasseraient ses missions originelles. Partie 2, les dérives potentielles de l'intervention étatique. Dans cette partie, l'idée c'est surtout de tracer la ligne, la frontière entre l'intervention excessive de l'État et le maintien de l'ordre social. Par exemple, l'État pourrait essayer de tout contrôler, de tout réguler. Et ça, c'est ce que dénonce Michel Foucault dans Surveiller et punir, dans lequel il développe les notions de biopouvoir et de surveillance des corps. Cette intervention exagérée de l'État, elle pourrait donc réduire l'autonomie des individus. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Parce que justement, l'autonomie, c'est un des principes clés d'Emmanuel Kant. Parce que selon Emmanuel Kant, l'individu agit selon des principes qu'il se donne à lui-même. Donc si l'État intervient sur ces principes, il y a une perte d'autonomie pour l'individu. Et d'ailleurs, quand l'État commence à intervenir dans tous les aspects de la vie d'un individu, on parle de despotisme. À partir de ça, c'est pas toujours facile de déterminer le rôle exact que doit jouer l'État-providence. Et pour ça, Milton Friedman il nous explique que l'État-providence, de par même son existence, limite l'initiative personnelle et donc réduit les libertés individuelles. Bref, tout ça, ça nous montre que trop de contrôle de l'État, ça réduit l'autonomie des citoyens. Et c'est à partir de ça qu'on peut rebondir pour faire une partie 3 un peu plus réflexive pour déterminer la ligne juste entre le contrôle excessif de l'État et la réponse aux attentes des citoyens, parce que les citoyens ont des attentes. Partie 3, l'État par et pour l'homme au service de sa perfectibilité. Titre a peut-être changé. Alors pour trouver la bonne frontière entre l'intervention et la liberté, on peut déjà mobiliser notre cher Aristote. Dans l'Éthique à Nicomaque, il explique que la vertu réside dans le juste milieu entre les extrêmes. Donc pour l'État, ça signifie trouver un équilibre entre intervention excessive et manque de soutien pour favoriser le bien commun. Ce qu'il faut aussi redéfinir, c'est les missions de l'État. Justement, on en parlait, est-ce que l'une de ces missions, ce ne serait pas de garantir notre liberté, celle qu'on demande? Et par rapport à ça, on peut citer Hannah Arendt qui nous dit que la liberté, c'est la condition essentielle à l'exercice de la vie politique. Et alors, si on veut vraiment finir en beauté, on peut même faire de l'État un instrument de justice sociale, et là on pense à qui? On pense à Marx. Marx, il nous explique dans Le Capital que les structures économiques et sociales perpétuent l'injustice et l'exploitation humaine. Il appelle donc à une transformation radicale de la société pour émanciper les travailleurs et garantir une société plus juste. L'État, en trouvant donc un équilibre entre intervention excessive et simple contrôle et garantie des libertés, peut répondre aux attentes des citoyens. Comme l'a dit Mathilde, ça c'est uniquement une proposition, il y a beaucoup de manières d'approcher ce sujet. Donc nous, on vous parle des notions qui sont potentiellement à mobiliser, mais dans tous les cas, on ne peut pas vous garantir que c'est une correction parfaite, exactement ce qui sera attendu par le correcteur. Et d'ailleurs, moi je suis un peu curieux, n'hésitez pas à balancer vos plans en commentaire et à en discuter avec les autres. Et le sujet 3, c'était l'explication de texte. Alors, pour l'explication de texte, vous aviez un extrait du livre La condition ouvrière, sorti en 1943 par Simone Weil. Simone Weil, qui n'est pas la même personne que Simone Veil. Elles ont vécu aux mêmes époques, elles ont le même nom, mais il y a un V et un W. En bref, c'est pas les mêmes personnes. Alors, Simone Weil, tu l'as peut-être vue en classe vu qu'elle est au programme en terminale. C'est une philosophe et militante engagée du XXe siècle. Et son combat principal dans sa philosophie, c'est la lutte ouvrière, la condition ouvrière et l'aliénation du travail. Bon, la notion principale mobilisée dans cet extrait, c'est évidemment le travail. Et c'est j'ai rien d'autre à dire, mais c'est le travail, les gars. Et en thèse du texte, c'est-à-dire ce que l'auteur défend dans son texte, dans notre cas l'autrice, pour moi ça serait le travail moderne, assouvit et individualise l'homme. Et dans cette thèse, on retrouve les deux parties du devoir. Première partie, il assouvit, et deuxième partie, il individualise. Donc pour le plan, je vous propose un grand 1 qui serait « Le travail n'est guidé que par des mobiles qui contraignent l'homme ». Cette première partie, elle est constituée des 10 premières lignes du texte. Avec la manière dont elle le décrit, on le comprend. Pour Weil, le travail, c'est un assouvissement de l'homme. Et on le voit dans sa manière de décrire le travail. Là, vous auriez pu prendre tout le champ lexical de la souffrance qui est récupéré, même s'il ne faut pas trop abuser, on n'est pas en commentaire de français. Mais on repère quand même dans le texte un vrai parallèle avec l'esclavage. Pour elle, le travail moderne, c'est un esclavage moderne. Elle fait des allusions aux chaînes, aux fouets, donc c'est vraiment de l'esclavage. Et dans cette partie, ce qui était attendu, c'est que vous analysiez les différents mobiles qui motivent l'homme à travailler. Pourquoi l'homme travaille. Pour enfin transitionner sur la deuxième partie, qui serait
Le travail crée un enfermement de l'individu sur lui-même. Veil le dit dans son texte, les raisons pour lesquelles on travaille deviennent obsédantes dans nos têtes et donc on ne pense plus qu'à ça. Résultat, on devient seulement des pions dans notre travail et ça limite notre conscience, notre clairvoyance. Elle écrit « La conscience s'éteint autant que les nécessités du travail le permettent ». Pour Veil, le travail moderne, au lieu d'accomplir l'individu, il le rend comme un pion, il le déshumanise. L'humain n'est plus une personne, mais il est une personne parmi un groupe de personnes semblables. On sent tout au long du texte que pour Veil, la condition de l'ouvrier est assez négative. Elle dit « Un ouvrier n'a qu'une plainte, plainte qui ne parvient pas aux oreilles des hommes étrangers à cette condition ». À l'entendre, la condition d'ouvrier, c'est quelque chose de totalement atroce que les personnes qui ne sont pas ouvrières ne peuvent même pas s'imaginer. Et dans cette partie, il fallait vraiment insister sur le fait que le travail impacte nos relations humaines. On ne peut être au final compris que par les personnes qui vivent les mêmes problèmes que nous. Et ça, c'est le principe d'homogénéité sociale. Et si vous avez bien développé les deux parties, la conclusion devrait arriver assez naturellement et vous aurez compris en fait l'avis de Veil qui n'est pas super positif sur la condition des ouvriers. Et en ouverture, on pourrait parler du mouvement des établis, qui s'est passé en 1970. En fait, c'était des intellectuels qui sont allés travailler dans des usines, comme Veil à son époque, pour voir en fait comment ça se passait et pour pouvoir écrire sur le sujet. Encore une fois, comme pour les sujets juste avant, ce ne sont que des propositions de plans. N'hésitez pas à dire vous ce que vous avez fait en commentaire pour discuter avec tout le monde. On se retrouve demain pour le bac de spécialité et bonne révision. Allez réviser à la place d'être sur YouTube, les amis.